S'il s'agit de Soundiata Keïta, Soundiata Keïta nous est rapporté, nous est raconté par principalement la mémoire orale, celle des Djeli, des griots de cet empire mandingue, de cet empire du Mali. Il nous est raconté comme ayant été un personnage extraordinaire qui est né en 1190, si ma mémoire est bonne, et qui est décédé en 1255. Il a vécu à peu près 65 ans. Il a été celui qui a unifié cet empire qui est devenu finalement l'empire mandingue, l'empire du Mali, comme on dira plus tard, comme c'est resté aujourd'hui dans les mémoires de l'histoire. Tout au long de l'histoire du commerce transsaharien, entre le nord et le sud, il y a eu des esclaves. Et l'or a toujours été recherché. Un phénomène nourrissait l'autre. Mais le travail de l'or dans les sociétés africaines est un travail très largement entre les mains des captifs. Donc ça va ensemble. Et je crois que si l'or a précédé l'autre, les esclaves, la chronologie n'est pas clairement établie. On pense que les deux sont entrés dans le réseau d'échange pratiquement au même moment. L'or ayant pour effet de dissimuler l'autre pratique. Certains généraux de Soundiata Keïta n'ont jamais renoncé à ce trafic lucratif. Mais le fait est que Soundiata a posé un certain nombre d'actes par rapport à cette question-là, interpellant ses compatriotes sur le danger que présentait ce commerce-là pour la survie même du pays malinqué. Et qui a vu celui qui est considéré comme l'homme le plus riche ayant jamais vécu sur la Terre, plus que Crésus, Kankan Moussa, selon même des informations récentes. 1324. Le nouvel empereur du Mali, Mansa Moussa, petit-neveu de Soundiata Keïta, entreprend un pèlerinage à la Mecque en passant par l'Égypte. Il remonte les routes caravanières jusqu'au Caire. Ce voyage marque l'aboutissement d'un long processus, la constitution d'une gigantesque zone d'échange commercial entre Tombouctou et le Caire. Pour la première fois, les puissants du Sud vont rencontrer ceux du Nord. On va parler de cet empire qui était au cœur de l'Afrique, au cœur du commerce africain. On ne va pas éluder les questions difficiles comme celle de l'esclavage transsaharien. Soundiata a réorganisé ce commerce, a tenté de réorganiser ce commerce interrégional, justement en sauvegardant les intérêts de son empire. Je pense que l'organisation du commerce régional et interrégional a été l'un des actes forts que Soundiata Keïta a accompli. Et je crois qu'il est même au fondement de l'empire du Mali. On est allé le chercher pour venir reconquérir le trône que son père avait laissé à sa mort, à son frère qui, lui, en avait été chassé par un roi voisin, Soussou, à l'époque. Donc c'est de ce Soundiata Keïta qu'on va parler, mais surtout, il sera le fil conducteur qui nous permettra de comprendre ce grand empire du Mali qui a édicté une charte au XIIe siècle déjà, charte des droits de l'homme. Ça, vous voyez, est-ce qu'on a déjà vu ça? Et ça, on peut produire ça même pour, disons, les royaumes camerounais. C'est où? Dans nos universités. Je fais ce travail-là. Mais combien de professeurs est-ce qu'ils le font? Donc il est important aussi, à mes yeux, en tant que juriste, parce que c'est sous son avènement que la fameuse charte du Kouroukamfunga va être éditée. Une charte qui était en avance sur l'époque. Hein. Quand je parle de l'époque, je parle pas seulement du continent africain, mais je parle également de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique précolombienne. Donc c'est un personnage incontournable dans l'histoire de l'Afrique et l'histoire du monde. Pourquoi, selon vous, ces connaissances ne sont pas aujourd'hui diffusées dans nos... C'est dangereux. Il ne faut pas savoir qui vous êtes. Toute cette longue vie de l'esclavage et de la mémoire de l'esclavage pose problème aujourd'hui parce qu'elle n'a jamais été abordée par les historiens. Donc on est face à une méprise et à une ignorance de l'histoire de nos propres pays. Et on a l'impression que cette présence noire dérange. Par exemple, en Afrique du Nord, on l'appelle l'Afrique du Nord, mais on l'appelle pas l'Afrique. On est persuadé qu'il s'agit d'une Afrique blanche, totalement blanche, et que les Noirs tunisiens, algériens et marocains ne sont que des étrangers, même installés depuis plusieurs siècles dans ce pays. Et on a, en Tunisie par exemple, des proverbes terribles du genre que Dieu ne noircisse pas nos matrices. Moi, personnellement, je l'ai appris au collège, donc
ce poème terrible et odieux dans lequel il décrit donc les esclaves noirs comme étant en effet des êtres issus des races les plus abominables. لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأجناس مناكيد من علم الأسود المخسية مكرمة أهله السود أم أذنه وهو في يد النخاس دامية. Donc voilà, ça m'a marqué toute ma vie. Et nous payons des impôts pour que nos écoles et universités fonctionnent, pour que nous ne sachions pas qui nous sommes. L'intérêt des maîtres, c'est de faire croire à l'individu qu'il est esclave, non pas parce que un jour on lui a opposé un rapport de force qui est réversible, mais parce que, par sa nature, il est destiné à être un esclave. Enfin, on fait de vous des esclaves. Et c'est pour cela que quand je m'adresse aux Européens, aux Américains, je leur dis ça suffit. Nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans un nouveau siècle où le dialogue réel, où on peut se regarder les yeux dans les yeux, est important. Parce que non seulement nous-mêmes, quand nous allons puiser dans ces sources-là, nous allons découvrir énormément de choses, mais nous allons aussi découvrir des choses qui sont importantes et qui peuvent aider les Européens et les Américains aujourd'hui, parce que quelque part, je crois qu'ils ont perdu les pédales dans ce qu'ils font dans le monde. Vous avez écrit dans cet ouvrage, l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Qui a intérêt aujourd'hui à ce qu'on ne sache pas exactement, par exemple, qui était... Soumaoro Kanté a joué un rôle important parce que c'est quelqu'un qui s'est longtemps battu contre l'esclavage. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Certes, c'était un roi féroce, il était cruel, bon ça c'est la version de ceux qui ont subi... mais c'est quelqu'un qui combattait l'esclavage. Justement, donc, il a joué un rôle... Qui était... Et Soundiata Keita, lorsqu'il arrive au pouvoir, il met en place des règles qui étaient orales, mais il va les inscrire dans les mœurs, et ces règles aujourd'hui encore on les vit, notamment la parenté à plaisanterie, oui, qui a joué un rôle, voilà, qui a joué un rôle très très important dans les rapports entre. Il faut expliquer que la parenté à plaisanterie, c'est une façon de détendre les tensions sociales. Non seulement ça, mais de dire que les gens, par exemple, qui sont en pays Wolof, ont des frères dans un pays qui n'est pas le leur. C'est-à-dire que les Camara, avec les autres, les Condé, avec etc. Donc ça crée vraiment des liens fraternels très très forts. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient par exemple de l'actuel Mali, lorsqu'il va au Sénégal, il a des parents là-bas et il peut porter un nom d'une tribu qui n'est pas la sienne. Et donc c'est pourquoi les ethnologues ont vraiment beaucoup de difficultés parce que quand ils comprennent pas cette histoire, ils vont tendance à dire que... Et quand vous croisez un Diop et que vous lui dites que c'est un voleur d'arachide, et comment... Voilà, ça surprend beaucoup. Tu vois quelqu'un, un frère africain va trouver, un Condé va trouver, un Cissé, un Camara va trouver un Doumbouya. Leur plaisanterie étonne l'homme de l'Occident. Et cela date de cette... Tout à fait. De la ça va apaiser les rapports. Voilà, ça apaise les rapports, mais en même temps, ça rapproche les gens. Tout à fait. Puisque nous avons vu que les petites tribus se faisaient des guerres fratricides. Mais avec l'arrivée de Soundiata Keita au pouvoir, on a vu que ces guerres s'éloignaient de plus en plus. Qui était Mansa Moussa est alors le roi le plus riche du monde et sa renommée s'étend rapidement. Une personne dont la mémoire a été effacée ne retrouvera pas le chemin de la maison. Qui a effacé la mémoire des Africains? Mais les Africains, pratiquement depuis l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation, parce qu'il faut dire que nous sommes malheureusement encore en néocolonisation, il ne faut pas se cacher, c'est-à-dire se voiler la face, on fait tout pour vous dire que vous n'avez jamais été, que vous n'avez jamais rien fait. Je vous montre ici, et quand vous dites qui a intérêt, mais celui qui vous domine a intérêt. C'est une idéologie extrêmement forte. Si votre sang est considéré comme un sang servile et que cette nature, vous la transmettez à votre descendance, il devient impossible de sortir du phénomène esclavagiste. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs,
que chacun éduque comme il se doit ses enfants, que chacun entretienne, pourvoie aux besoins des membres de sa famille. Les chasseurs déclarent également au niveau du 4e article que chacun veille sur son pays et sur ses pairs. Les chasseurs déclarent que chacun veille sur le pays de ses pairs. Par pays ou patrie. Par pays ou patrie faso, il faut entendre aussi surtout les hommes. Il faut entendre aussi et surtout les hommes. Car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface deviendrait aussitôt nostalgique. Dans cet article maintenant, il y a un message fort qui s'adresse au Mali. Prendre soin de sa patrie. À l'heure actuelle, quel est le problème qu'on a au Mali? On a un problème de prendre soin de notre patrie. Quand il parle de patrie, il parle de la terre. Nous vivons sur la terre, nous extrayons sous la terre les minéraux pour faire l'industrie. Nous cultivons là-dessus, nous sommes ensevelis sur la terre. Donc cette charte du Mandé nous dit de veiller sur ce qu'on a de plus capital. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À l'heure où le Mali tente même de recouvrer son intégrité territoriale, on pose les actes de disposition de ce même corps, de cette même terre, notamment à travers le nouveau code des investissements qui alloue une bonne partie de nos terres aux investisseurs étrangers avec les contrats Mali-Libya, etc. On produit sur nos terres de la nourriture et on prend nos nourritures pour les amener à l'extérieur. Est-ce que cette charte du Mandé, on l'a vraiment lue? Second aspect, quand on dit de prendre ancrage sur nos valeurs culturelles, il s'agit de ce genre de réflexe. Nous devons prendre soin de cette terre de nos ancêtres qui nous ont légué et que nous devons léguer à nos pères. Aucun modèle de développement au monde basé sur les investisseurs étrangers n'a réussi. Nous devons aller vers une exploitation et une maîtrise rationnelle de notre terre, de ce qui est sous la terre et de ce qui est sur la terre, et recouvrer son intégrité territoriale. Voilà ce que le Mali d'hier a à dire au Mali d'aujourd'hui sur ce point. Cet empire du Mali, qui est fondé en 1235, au moment où Soundiata Keïta accède au pouvoir, il arrive à la suite de plusieurs petits d'annexions, de séparations, de dislocations, de plusieurs petits royaumes qui se sont succédés. Est-ce que vous pouvez rapidement nous brosser la trame, l'histoire de ces royaumes-là?